Bonsoir à tous, merci tous et toutes. Merci d'être là aussi nombreux. Certains ont peut-être déjà entendu la présentation de nos deux invités, puisqu'ils ont été sollicités par François Bayrou en tout début d'après-midi pour remplacer au prélevé Michel Lebris, qui ne pouvait pas être là. Mais je vais, parce que je pense que beaucoup de gens n'étaient pas là, quand même présenter nos deux invités. Il y a avec nous Jean-Claude Casanova, que les auditeurs de France Culture, dont les auditeurs de France Culture connaissent bien la voix. François Bayrou, tout à l'heure, disait « Vous êtes un des intellectuels français, une des grandes voix du paysage intellectuel français. » Olivier Mangin également. On vous a présenté comme ça également. Jean-Claude Casanova, vous avez plutôt une formation d'économiste, mais vous avez fait de la politique, vous avez touché à des cabinets politiques. Et Olivier Mangin, vous avez une formation pluridisciplinaire, la philosophie, la sociologie, l'urbanisme. Et quand je vous ai rencontré tout à l'heure, je vous ai dit comment je vous présente. Vous m'avez dit directeur de revue, les deux. Alors, Jean-Claude Casanova, vous êtes le directeur de la rédaction de la revue Commentaire, à laquelle... Directeur tout court, même. Alors, c'est encore plus important, à laquelle participe un certain François Bayrou assez régulièrement. Et Olivier Mangin, vous avez été très longtemps directeur de la rédaction, mais maintenant vous êtes le directeur de publication de la revue Esprit, à laquelle a collaboré un certain Emmanuel Macron jusqu'à son élection. On l'a mis dehors quand il s'est présenté comme président de la République. Quand il s'est présenté ou quand il s'est fait élire? Il fallait éviter les conflits d'intérêts et les ambiguïtés, mais toute la rédaction n'était pas pour le garder, je dois le dire. Alors pourquoi vous avez insisté, vraiment vous insistiez sur le fait que vous animiez ces revues intellectuelles qui sont encore dans le paysage? Est-ce que c'est elle qui nous donne les grilles de lecture On aimerait, je dois dire, mais Jean-Claude dira ce qu'il veut. De mon côté, je vois qu'on a quand même des difficultés, les revues aujourd'hui. Moi, je m'appelle intellectuel de revue, je suis éditeur, je travaille au Seuil. Le revuiste, c'est quelqu'un qui est entre, je dirais, le journaliste que vous êtes et l'édition. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'actualité immédiate. Et aujourd'hui, où l'actualité immédiate, mais il y a actualité immédiate et actualité immédiate, j'ai entendu du bien du journal que vous dirigez ici, on est dans une temporalité qui n'est pas de la temporalité de BFM TV, si vous voulez. Madame Elkrieff était là tout à l'heure, on aurait pu discuter. Et on est dans une temporalité qui essaie de prendre un peu de distance vis-à-vis de la vitesse, vis-à-vis de tout. Et donc, je m'arrête. La question pour nous, c'est de savoir ce qui fait événement ou pas. Dans l'actualité, tout ne fait pas événement. Donc, il faut arriver à capter l'événement. Voilà. Bon, et je dirais, moi, je disais toujours à la rédaction, quand j'en étais le responsable, on est soit en avance, soit en retard. C'est-à-dire qu'on revient sur. Mais surtout, il faut se méfier de l'actualité immédiate, parce qu'elle a vite fait de nous vampiriser, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime bien quand on peut faire l'éloge des revues. Il n'y a pas que nous. Les revues, ça a été fondé par des grands universitaires, souvent. Sartre, les temps modernes. Esprit, c'était Mounier. Jean-Claude Casanova et Raymond Aron fondent Commentaire, c'est 1980, si je ne dis pas de bêtises. 78. Voilà, donc moi je suis une vieille revue, on s'est passé le témoin, j'ai passé le témoin à quelqu'un d'autre, et on a là un fondateur de revue. Mais pour moi, les fondateurs de revue dans le monde écrit, c'est très important. Mais je vois que la vie intellectuelle devient plus difficile. On nous demande de faire de la castagne, de faire des débats, c'est pas le cas ici, polémiques, pour ou contre, etc. Et puis il y a le problème après, on n'a pas à s'y opposer, c'est les techniques des sites internet et tout ça. Et l'écrit, vous le savez vous-même, en tant que journaliste, l'écrit est de plus en plus happé par le numérique et ça nous pose quand même des problèmes énormes. Voilà, c'est une autre manière de travailler. Jean-Claude Casanova, cette existence des revues. Je souscris à l'analyse d'Olivier. Le micro, juste rapprochez le micro. Ça va là? Oui, il marche. Mais nos deux revues sont très proches l'une de l'autre. Peut-être on qualifiera Esprit d'être plus à gauche et nous plus à droite, mais en partant du centre. Et depuis qu'à Macron, c'est devenu difficile de... Oui, c'est ça. Nous avons tous les deux voté Macron, alors donc... Vous a réunis, finalement. Puis nous avons un spectre dans nos comités de rédaction. Le spectre va de la gauche à la droite. Oui, on couvre les centres au sens large, avec peut-être un peu plus de gens à gauche chez toi et un peu plus de gens à droite chez moi. Mais au comité de patronage, nous avons François Bayrou, et avant lui, il y avait Barre et Giscard d'Estaing. Et le comité de rédaction n'a jamais voté en totalité, ni pour Barre, ni pour Giscard, ni pour Bayrou. Mais nous avons quelque chose en commun, c'est que nous sommes deux revues indépendantes, c'est-à-dire pauvres. Voilà.
C'est-à-dire pauvre. C'est-à-dire pauvre, Ouais. oui. Il n'y a pas de mécène qui puisse faire travailler chez nous la femme d'un Premier ministre. Par exemple, ouais. Je ne vois pas à qui vous pensez. On encourage le public justement à aller voir ces revues. Elles sont en vente d'ailleurs dans la salle des ambassadeurs. Et nous avons une deuxième originalité, je crois, dans les revues, qu'Olivier disait, je ne saurais trop conseiller aux auteurs de penser aux revues, parce que l'article de revue, c'est environ 40 000 à 50 000 signes, c'est-à-dire l'équivalent de 3 ou 4 pages du Monde, ou de 2 ou 3 pages du Figaro. Donc vous pouvez dire beaucoup de choses, et vous aurez beaucoup plus de lecteurs qu'avec un livre imprimé, puisque vous aurez environ, pour nos deux revues, en prenant un coefficient de lecteurs, vous aurez environ 10 000 lecteurs, tandis qu'avec un essai, la probabilité de votre tirage sera entre 800 et 1500 ou 2000. Et les gens pensent le contraire. Et les gens pensent le contraire et ils ont tort. Ça a été les revues d'idées, les revues qui couvrent plusieurs domaines, sont une invention franco-anglaise du XVIIIe et surtout du XIXe siècle. Et elles ont joué un grand rôle et c'est une tradition qu'il faut maintenir. Un rôle démocratique, j'imagine, et on en vient au débat. On vient parler des passions démocratiques. Alors, Jean-Claude Casanova, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ces passions? Vous les avez voulues au pluriel. Je dirais d'abord que les passions sont dans la nature humaine. C'est-à-dire que l'homme peut... La passion, on obéit à la passion, on déraisonne, on quitte la raison pour s'enflammer ou s'exalter ou pour s'acharner, et que ça a toujours été dans la nature des hommes. Mais évidemment, les passions sont plus ou moins avivées, plus ou moins transformées, selon la nature du régime dans lequel on vit. Si vous vous reportez au grand livre de Tocqueville sur la démocratie en Amérique, dans la deuxième partie, Tocqueville dit voilà les passions qui caractérisent le régime aristocratique, parce que dans le régime aristocratique, il n'y a pas le principe de l'égalité, et voilà les passions qui caractérisent la démocratie. Et si vous le permettez, je vais procéder d'une façon extrêmement simple pour faire apparaître ce que je crois les deux passions qui existent en démocratie, qui caractérisent nos sociétés, en partant justement soit de la nature humaine, soit de la politique, comme vous voulez. Si on part de la politique, je n'aime pas beaucoup réduire la politique à l'opposition ou à la dualité droite-gauche. Mais enfin, c'est une idée répandue. Et quand on raisonne droite-gauche, par exemple, au lendemain de la Révolution française, on dit il y a l'ordre et le progrès. Et vous vous souvenez que Auguste Comte, qui cherche à terminer la Révolution française, comme beaucoup d'autres, invente la formule ordre et progrès. Il ajoute amour, d'ailleurs, ordre, progrès et amour, et ça figure sur le drapeau du Brésil. Le drapeau brésilien est inspiré d'Auguste Comte. Mais renoncer à ordre et progrès, l'ordre caractérisant la droite et le progrès caractérisant la gauche, et à la place de ordre et progrès, mettez, je crois, deux notions plus justes qui sont justice et fidélité. Justice plutôt que progrès, parce que d'une certaine façon, la gauche a cru au progrès parce qu'elle croyait que le progrès amenait davantage de justice. Donc ce qui est important, ce n'est pas l'idée de progrès. Le progrès, c'est le transporteur, c'est un moyen. L'idée centrale, c'est l'idée de la justice, c'est-à-dire il faut donner à chacun son droit, c'est la plus vieille définition qui existe de la justice, il faut donner à chacun son droit et il faut donner à chacun le plus de droits possible. Et c'est une aspiration par laquelle la gauche se définit, mais je crois par laquelle, d'une certaine façon, tous les hommes se définissent. C'est-à-dire l'aspiration à la justice, au moins dans les pays qui ont été façonnés par le christianisme, mais même au-delà. Si vous voulez, la France croit qu'elle a inventé la notion d'universalité. Elle pense que Socrate et Jésus n'y sont pas pour grand-chose. Mais l'idée, si vous voulez, l'idée qu'il faut accorder à tout le monde ce qui est son droit, qu'il faut être juste, est une idée très profonde dans notre civilisation. Et face à cette idée, qui est une idée plutôt horizontale, où on prend tous les hommes tels qu'ils sont, égaux en droit, il y a une autre idée qui est aussi très importante, et que vous pouvez mettre à côté de l'idée d'ordre, qui est l'idée de fidélité. Parce que l'ordre, c'est la même chose que la fidélité. Qu'est-ce que c'est que vouloir l'ordre? C'est vouloir que les choses restent ce qu'elles sont. Et pourquoi veut-on que les choses restent ce qu'elles sont? C'est parce qu'on est fidèle à soi-même,
à sa famille, on veut continuer à porter son nom, on veut continuer à parler sa langue, on veut que le paysage de sa jeunesse ne se modifie pas, on veut que la langue de son pays ne se modifie pas, on veut que son pays ne se modifie pas. Et donc la fidélité et l'ordre, c'est la même chose, c'est une idée plus proche de la verticalité, plus proche de la particularité, c'est-à-dire une idée, on est le fils de son père et de sa mère, et on veut que ses enfants ressemblent à ce qu'ont été ses parents. Et je crois que c'est évidemment une philosophie un peu simple, mais je crois que cette double aspiration, à la fois de la justice et de la fidélité, ou de l'ordre et du progrès, coexiste chez les hommes de notre civilisation, et j'irai au-delà. Si on étudie d'assez près Confucius, on voit qu'il y a dans le confucianisme les mêmes aspirations de justice et de fidélité. Mais alors, une fois que vous avez admis que cela distingue on pourrait prendre un autre schéma qui est le schéma de Platon, mais peu importe. Si vous acceptez ce schéma, c'est pour faire apparaître évidemment les deux disruptions, les deux passions qui peuvent naître de ce schéma. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la passion négative? Quelle est la passion négative de l'idée de justice? C'est évidemment l'idée de ressentiment, ou l'idée d'envie, ou l'idée de jalousie. Et évidemment, et qui est accentuée d'une certaine façon dans la démocratie, et qui est accentuée encore plus dans la démocratie ayant adopté le marché comme mécanisme d'organisation économique. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que le marché? Le marché, ça consiste à donner comme revenu aux gens ce qu'il correspond à ce qu'ils produisent. Et ce qu'ils produisent a d'autant plus de valeur que c'est demandé. Autrement dit, si un joueur de football gagne beaucoup plus d'argent qu'un professeur d'université, c'est parce qu'il y a une demande plus forte de prouesse footballistique que de cours d'université. Donc la rémunération d'une chanteuse wagnérienne ou d'un joueur de football ou d'un inventeur ou d'un grand chef d'entreprise fait que les inégalités de rémunération sont la conséquence du marché. Et d'une certaine façon, la démocratie corrige le marché en distribuant une grande partie des revenus par d'autres mécanismes que le marché. La démocratie donne des revenus à des gens qui ne produisent pas, donne des revenus à des gens qui sont âgés, donne des revenus à des gens qui sont malades. Et d'une certaine façon, vous avez une dialectique entre le marché et la démocratie corrigeant le marché, la démocratie distribuant des revenus. D'une certaine façon, cela choque. Si vous dites à un public d'étudiants, un joueur de football est beaucoup mieux payé qu'un savant, qu'un prêtre ou qu'un officier, ou qu'un magistrat, il est choqué parce qu'il met en relation la rémunération du prêtre avec ce que représente le prêtre, ou ce que représente l'officier, ou ce que représente le magistrat, et il trouve injuste que la rémunération repose uniquement sur le marché. Donc le ressentiment, c'est-à-dire la critique des injustices, est évidemment la passion forte de la démocratie. Et le ressentiment explique bien entendu beaucoup de choses. Vous l'observez, il est très facile pour tel ou tel homme politique ou pour tel ou tel écrivain de dire qu'il est animé par le ressentiment. C'est Nietzsche qui a popularisé le thème du ressentiment, mais au-delà, il le popularise d'ailleurs par une critique du christianisme, mais au-delà, si vous voulez, il y a une évidence psychologique. Et un philosophe français, un grand philosophe français, Alain, avait une formule qui était, il laissait entendre que le ressentiment est la consolation des faibles. Donc la faiblesse, le sentiment d'infériorité provoque le ressentiment, donc la passion, et il disait l'admiration est la consolation des forts. C'est-à-dire la capacité d'admirer, de dire la cantatrice wagnérienne est beaucoup mieux payée que moi, mais j'admire ses qualités musicales, donc sa rémunération est légitime, parce que l'admiration justifie, si vous voulez. Donc la compensation du ressentiment est évidemment l'admiration. Et donc le ressentiment est cultivé dans les passions démocratiques, dans la dénonciation des riches. Au lieu de dire le raisonnement, ce qui est raisonnable, c'est de dire il y a des inégalités de revenus. Quelles sont les inégalités de revenus qui sont acceptables
parce qu'elle favorise le progrès général. Si les savants sont, par exemple, pourquoi a-t-on des brevets ? Pourquoi donne-t-on le monopole des brevets ? C'est pour que les gens continuent à faire de la recherche. Si une découverte ne procure rien, peut-être que les gens feront moins de découvertes. Donc on accepte, si vous voulez, une égalité de la rémunération des savants, parce qu'on a le sentiment que ça permettra un progrès de la science. Donc dans les inégalités, on cherche les inégalités qui sont susceptibles de permettre un progrès plus général. C'est l'attitude raisonnable à l'égard de l'inégalité. La passion du ressentiment consiste à condamner totalement les inégalités. Et j'ai connu dans ma vie des jeunes syndicalistes qui sont venus m'expliquer les professeurs au Collège de France doivent être aussi bien payés que les instituteurs. Et je lui disais, c'est pas très raisonnable. Peut-être qu'il faut réduire la rémunération ou l'écart, mais ce n'est pas très raisonnable. Et j'ai constaté d'ailleurs que 10 ans ou 15 ans après, ceux qui m'avaient tenu ce même langage tenaient un langage inverse au fur et à mesure qu'ils avaient progressé dans la hiérarchie universitaire. Mais la deuxième passion, c'est celle, évidemment, de la fidélité. Alors, là, c'est une passion que nous voyons vivre aujourd'hui. Et c'est l'idée de la brutalité du changement. Comme mon nom vous l'indique en partie, je suis corse. Et ce qui caractérise mes compatriotes, je ne suis pas jeune, et ma mère parlait corse avec sa mère, si vous voulez, et mes grands-parents parlaient corse entre eux. Le corse que j'ai connu dans mon enfance a totalement disparu. Et il n'y a jamais eu autant de revendications pour la langue corse qu'il n'y en a eu. C'est-à-dire que, pourquoi revendiquent-ils la langue corse ? C'est parce que la langue corse disparaît. Et donc, ils ont un sentiment d'angoisse, de disparition. Ils voient disparaître ce qu'ils ont connu. Et en voyant disparaître ce qu'ils ont connu, ils le reconstruisent. J'espère qu'il n'y a pas de compatriotes dans l'Assemblée pour me contredire, mais voyant disparaître ce qu'ils ont vous me contredirez, voyant disparaître ce qu'ils ont connu, ils ont un sentiment d'angoisse qui provoque de façon un peu artificielle la reconstitution du corse, qui serait une langue tombée du ciel sur une île de la Méditerranée et qui serait sans rapport avec le toscan arcanique ou le sarde du Nord. Mais cela est vrai pour tout. Le fait que brusquement apparaisse en Europe une population musulmane qui n'avait jamais été présente, qui était uniquement présente dans les Balkans ou en Bulgarie, et qui bientôt sera autour de 10 ou 15% de l'Europe, provoque un sentiment d'angoisse pour qui a connu les banlieues parisiennes il y a 50 ans et qui visite les banlieues parisiennes aujourd'hui, constate un incontestable changement, si vous voulez, de population, de mœurs, etc. Et le Ménilmontant d'Arletty n'est plus le Ménilmontant. Aujourd'hui, c'est le Ménilmontant des merguez et du couscous. Ce n'est plus le Ménilmontant d'Arletty ou de Céline, si vous voulez. Donc, incontestablement, ce sentiment de changement, qui paraît une forme d'infidélité, crée cette espèce de terreur devant la transformation qui crée la passion conservatrice, la passion particulariste, la passion xénophobe, parfois à l'extrémité. Et si vous regardez la carte politique des pays européens, vous voyez qu'ils sont dominés, en gros, les extrêmes sont dominés par la combinaison de la passion du ressentiment et de la passion de la fidélité, c'est-à-dire de la volonté de conservation. Et ce qui fait que nous avons un ami commun, Pierre Asner, qui, réfléchissant sur le monde moderne, a eu une très bonne formule. Il a dit, au fond, dans le monde moderne, se disputent politiquement deux catégories de gens. En haut, généralement en haut de la société, parce qu'ils ont fait davantage d'études, qu'ils ont davantage voyagé, ce qu'on peut appeler une forme de technocratie ou d'oligarchie, que représente assez bien d'ailleurs le gouvernement actuel, aussi bien son Premier ministre que son Président de la République, c'est-à-dire des gens très ouverts, d'une certaine façon cosmopolites, très modernes, acceptant les changements. Et en face, en bas de la société, il y a une partie de la société moins éduquée, moins ouverte, plus craintive. Et ce bas de la société, cette partie de la société qui va donner les votes extrêmes, est séduite par les deux passions qui sont la passion du ressentiment et la passion de la fidélité. Et donc je crois que cette image des passions caractérise les démocraties en économie de marché.
Olivier Mangin, est-ce que vous voyez d'autres passions déjà? Et tout à l'heure, vous parliez d'une léthargie démocratique que vous sentiez dans le monde actuel. Est-ce que chez nous, oui. Comment? Chez nous? Peut-être chez nous, oui. Oui, d'abord. Est-ce que cette léthargie démocratique vient de ces passions qui s'exacerbent? Je vais essayer de revenir un peu à l'idée, moi, que je me fais des passions, tout en rappelant que les Grecs, d'entrée de jeu, quand ils pensent la police, P-O-L-I-S, ils pensent les passions. Autour de la notion de thumos, qui est celle qui avait mis en avant Fukuyama, qui a été publiée dans Commentaires, la fin de l'histoire. La fameuse fin de l'histoire, on a dit c'est terminé, retour à la raison, plus de passion. C'était mal lire Fukuyama qui mettait en avant le thumos chez Aristote. Alors expliquez ce qu'est le thumos. Justement, je vais le faire là. Le thumos, c'est justement une notion ambiguë, parce qu'effectivement, qui touche le politique, c'est-à-dire l'homme politique, qui est toujours pris entre la raison et la passion. Alors voilà, donc on est dans l'ambivalence. Mais une fois qu'on a dit ça, je m'arrêterai sur les Grecs, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même 3 passions chez les Grecs, chez Thucydide surtout, qu'il faut quand même rappeler, parce qu'elles ont tout leur sens aujourd'hui. L'avidité. Est-ce que les gens dont on a parlé, Jean-Claude, sont des avides ou pas? Le joueur de foot, etc. L'avidité, la peur. Je pense que la peur est au centre aujourd'hui de beaucoup de choses. Il ne s'agit pas de dire que le terrorisme n'existe pas, mais on est tous là parce qu'on a peur. Et rappelez-vous que ceux qui ont réfléchi sur la création de l'État moderne, Hobbes, etc., tous parlent de la peur. C'est la peur même des uns face aux autres. Il n'y a pas besoin du terroriste. Donc, la peur et dernière question, l'honneur, dernière passion. Donc, là encore, il y avait le thumos au début, les 3 passions, et les Grecs qui argumentent, qui sont malins, qui réfléchissent, disent, mais en même temps, entre ces passions, ce qu'il faut, c'est trouver la manière de les équilibrer. Donc il y a un autre terme qui est le terme fondamental, qui est la phronésis. La phronésis, c'est la prudence. Mais la prudence, c'est ce que tout homme politique devrait être, un homme prudent. Mais vous voyez que la prudence, c'est pas être prudent au sens de modérer, c'est être capable non pas d'équilibrer les passions, mais de les mettre en tension. Alors ça m'amène à la manière dont moi je vois la question démocratique. La question démocratique, on l'a appris, mais c'est toute la génération de Raymond Aron et Jean-Claude comme moi, on l'a appris de la même manière, même si je suis de la génération juste après. C'est quand même la démocratie populaire qui se disait démocratie, donc les totalitaristes, je ne parle pas du nazisme, etc. C'est les gens qui avaient une représentation de la démocratie comme unifiée autour du pouvoir. Le stalinisme, c'était le peuple un, c'est-à-dire il y a l'idée de l'un. Le pouvoir représentait l'un, le peuple. Dès lors qu'on représente le peuple comme non conflictuel, on se pose des problèmes. Donc on a réfléchi sur la démocratie contre la représentation démocratique que donnaient les démocraties populaires, qui effectivement, dont on connaît l'histoire, Goulag et tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est que l'égocrate? C'est Solzhenitsyn. L'égocrate, c'est celui qui peut se prendre pour Dieu et représente le peuple. Entre le peuple et l'homme de pouvoir, il y a une fusion. Toute la réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui sur la démocratie, c'est le refus de fusion qu'on va retrouver dans le fondamentalisme, dont on a parlé tout à l'heure, qui ne revient pas par hasard aujourd'hui. C'est l'idée de l'un, où les monothéistes sont là quand même un peu fragilisés. Qu'est-ce que c'est que la démocratie alors? Et là, je reviens aux Grecs qui nous l'ont appris. C'est ce qu'ils appellent la police chez les Grecs est indissociable de polémos. Ça ne veut pas dire que la police, la cité, consiste à faire la guerre. Ça veut dire que, et moi c'est mon approche, mais qui fait écho à celle de Jean-Claude, de la démocratie et qu'on peut appliquer dans plein de cas de figure. La démocratie, c'est ce qui va me permettre de pacifier la violence. Mais il y a toujours de la violence. Il y a toujours de la violence, il y a toujours du désaccord. Et le problème, on va l'énoncer comme cela. Les Grecs parlent de unité dans la discorde. Ça, c'est Héraclite. Unité dans la discorde. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à trouver des règles. Au fond, quelque part, c'est la fidélité dont a parlé Jean-Claude, des règles pour être en désaccord. Le problème, c'est quand soit il n'y a que des règles du consensus, ou il n'y a que du désaccord, du dissensus. Moi, mon inquiétude contemporaine, et je terminerai sur 2 autres remarques, c'est qu'on a tendance à tirer vers le consensus ou le dissensus. Et l'Europe y est pour quelque chose. Je suis très européen, comme tout le monde autour de cette table, mais on est dans un moment où on a tendance à favoriser, c'est même pas la majorité, des consensus. Et quand il n'y a que du consensus, en retour, il y a du dissensus. Je ne vais pas le développer là, je peux le faire éventuellement dans le débat. Je viens de terminer un article pour la revue sur ce qui se passe en Catalogne. En Catalogne, c'est typique. Vous avez un pouvoir central qui joue le consensus européen, le droit, la pacification, et vous avez un dissensus qui passe par le référendum. Mais les deux se disent démocrates. Rajoy dit « je suis démocrate, je représente le droit européen », et M. Puigdemont « je suis démocrate, je représente ». Que le référendum soit illégal ou pas, je représente le peuple. Et donc, vous voyez, on est tiré
Ce qui est très inquiétant, je trouve, dans ce qui se passe là, on est tiré d'un côté vers le dissensus ou vers le consensus, alors que tout le problème, et c'est parce qu'il y a un échec politique en Espagne, où on a été incapable de négocier politiquement l'évolution de la Constitution. Et justement, l'intérêt du politique, et c'est là où je valorise le politique, le politique n'est pas là pour soit faire du consensus, soit faire du dissensus, il est là pour produire une négociation qui permette de la démocratie conflictuelle. Donc voilà ce que je voulais dire avant de faire les 2 dernières remarques. La démocratie n'existe pas s'il n'y a pas pluralité et conflit. On a parlé du pluralisme tout à l'heure, mais pour cela, il faut des règles. Les uns l'appellent constitution, mais une constitution, ça doit évoluer aussi. C'est tout le problème de la constitution espagnole aujourd'hui. Je suis assis à côté d'un juriste qui pourra réagir là-dessus. Mais vous voyez, j'insiste beaucoup sur cette idée. Et d'ailleurs, Paul Ricoeur, lui, définit ça tout simplement. Il dit la démocratie, c'est le consensus conflictuel. C'est le consensus conflictuel. Et il dit d'ailleurs, il a enseigné beaucoup aux États-Unis, comme Jean-Claude, il dit le problème de la France, il parlait du milieu intellectuel essentiellement, c'est un pays, c'est une société qui aime un peu trop la guerre civile. Alors c'est peut-être des restes de la Révolution, parce que la Révolution, le jacobinisme, tout ça, ça a été tiré vers l'un, que j'ai évoqué tout à l'heure, beaucoup plus que vers la pluralité. Et Ricoeur disait toujours, le problème c'est d'apprendre à parler, parce que j'ai dit polis, polémos, mais chez les Grecs, il y a un dernier mot qui est logos. Le logos, c'est la question même du politique, c'est parler de manière conflictuelle. Alors 2 dernières remarques, l'une que je reprends à notre ami Pierre Asner. Le problème aussi de la démocratie contemporaine, qu'on a réappris grâce aux gens de l'Est, qu'on pourrait évoquer plus longuement et qui nous manque aujourd'hui, comme disait Jean-Claude là dans des débats qu'on a eus avant. Ça, c'est quelque chose d'étrange de l'Europe. Nous, on avait des contacts dans toute l'Europe au moment de la fin du communisme. Aujourd'hui, pour avoir des contacts intellectuels et artistiques, c'est devenu extrêmement difficile. Le marché, vous allez en Pologne aujourd'hui, on ne parle que du marché. Alors que pour moi, c'est le pays où il y a les plus grands romanciers. Et on a été en contact avec Michnik, avec Guérémec, des gens extraordinaires. Là, il y a un vrai problème de relation. Mais qu'est-ce que nous dit Asner? Il dit le problème contemporain, c'est que la démocratie, d'une certaine manière, elle n'est pas du tout plus complexe, elle est devenue beaucoup plus responsable. Je vais être très rapide. Au fond, pour le général de Gaulle, la démocratie, c'était quoi? C'était la souveraineté populaire. Le peuple, c'est l'origine. C'est l'origine de l'autorité, c'est lui qui élit le pouvoir. Et donc on avait une conception de la démocratie autour de la souveraineté populaire. Ce n'était pas la souveraineté théocratique, on est bien d'accord. C'est fondamental, c'est le peuple, c'est toujours le peuple, via l'élection. Mais l'élection, c'est un peu une espèce de... c'est pas le peuple unifié dans les urnes, c'est pas ça. C'est un moment extrêmement complexe, une espèce de fiction incroyable. L'idée que le peuple se réunit, mais c'est une fiction d'une certaine manière, parce qu'il n'est jamais là totalement. Et donc, De Gaulle pouvait avoir une vision de la démocratie, et beaucoup de gens dans la vie politique, réduite à l'élection, la souveraineté populaire. Aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé au XXe siècle, comme dit Pierre Asner, il y a ce qu'il appelle le triangle d'or. La démocratie, c'est l'élection. Ce qu'on voit en Afrique aujourd'hui, partout, où très souvent d'ailleurs la démocratie se réduit à l'élection. C'est l'état de droit et les droits de l'individu. Le problème, c'est qu'il faut combiner tout ça. Et que ça donne une espèce de responsabilisation extrêmement forte de ce qu'est l'exigence démocratique. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle beaucoup, je vais m'arrêter là-dessus, de principe responsabilité. Un auteur qui s'appelle Hans Jonas, qui est arrivé après les penseurs du progrès, justement, comme Hans Bloch, qui parlait, eux, de principe espérance. Lui, il dit principe, justement, responsabilité. Nous serions déjà responsables de ce qui n'est pas encore advenu. Ça pose le problème du nucléaire, ça pose le problème de l'écologie. Donc, alors que tout le système juridique qui est le nôtre est basé sur quand même l'idée de l'individu responsable des actes qu'il commet. Donc vous voyez, on est dans un contexte où on a l'air de désespérer de la démocratie, mais aussi parce que je crois que la démocratie est devenue beaucoup plus exigeante. Donc voilà. Cette exigence, Jean-Claude Casanova, vous la notez dans l'hystérisation des débats qu'on sent en ce moment. Est-ce que vous l'expliquez par les passions, ça aussi? Une espèce vous parliez de la Catalogne, on sait que la France aussi est traversée là, par des débats où on a l'impression que les gens ne finiront pas par être d'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Je crois qu'il faut admettre comme principe, même si ça choque certains, qu'il y a une permanence de la nature humaine et qu'il y a dans la nature humaine les passions et la raison, dans des équilibres variables selon les périodes, les moments et les personnes. Mais je voudrais, pour le montrer, partir de l'exemple que donne Olivier sur la Catalogne. Parce que
ce qui est grave, si vous voulez, la vertu centrale en politique, c'est la prudence. Il a fait allusion à Aristote. D'ailleurs, Aristote dit il y a deux causes de guerre civile, deux seulement, une trop grande inégalité des fortunes et une trop grande hétérogénéité des populations. Parce que s'il y a une hétérogénéité trop grande des populations, il y a une guerre entre les éléments hétérogènes. Et s'il y a une trop grande inégalité des fortunes, il y a une guerre entre les riches et les pauvres. Bon. Donc, comment résoudre le problème? Par la prudence. Alors, prenons le problème de la Catalogne. Vous avez deux cas similaires. Vous avez le traité européen, tel qu'il a été révisé, a permis la sortie. Ce n'était pas dans les traités antérieurs. On aurait été dans une situation très embarrassante si l'Angleterre avait voté le Brexit dans les traités antérieurs. Le traité actuel permet le Brexit. Le traité actuel dit qu'on peut sortir du cadre européen. Ce n'était pas le cas avant. On a introduit cette formule parce qu'on a perçu que trop de rigidité était dangereux. Du coup, l'Angleterre sortira avec plus ou moins de difficultés que vous connaissez, mais il y a eu un vote en Angleterre et il y aura un respect du traité. Prenez le cas de l'Écosse. L'Angleterre a la chance, ou la malchance, je ne sais pas, de ne pas avoir de constitution. Donc, que l'Écosse est un royaume distinct du royaume d'Angleterre, qui a la même reine, et il y a un traité d'union qui prévoit d'ailleurs que l'Angleterre ne peut pas intervenir sur les universités écossaises qui ont gardé leur totale autonomie par rapport à l'Angleterre. Il y a une banque d'Écosse, il y a des billets, des livres sterling écossaises, etc. Mais le pays est totalement unifié. Bon. Mais simplement, c'est la pratique anglaise, le bon sens anglais, et le gouvernement conservateur anglais a vu que les Écossais voulaient un référendum, aucun texte ne l'empêchait, ils l'ont autorisé, le référendum n'a pas donné l'indépendance de l'Écosse, ils ont pris le risque d'accepter l'indépendance de l'Écosse, ils le reprendront peut-être. Donc dans un cas, vous avez une flexibilité permise par le traité, et dans l'autre cas, vous avez une flexibilité permise par la prudence. Dans le cas de la Catalogne, la constitution espagnole est rédigée de façon telle, et d'ailleurs c'est le cas de la constitution française. Si demain le Béarn veut l'indépendance, il aura d'assez retrouver son indépendance. Il y a un royaume du Béarn comme il y a un royaume de Corse. Mais si vous connaissez le bottin européen, le roi de Corse est le roi d'Espagne, au nom de l'Aragon. C'est le troisième titre féodal du roi d'Espagne, il est roi de Corse. Il ne revendique pas le pouvoir. Et même, il a enlevé la tête de mort, qui est le drapeau corse, qui est un drapeau aragonais des croisades. Il a enlevé la tête de mort de son armorial pour ne pas vexer les pays qui ont été soumis aux croisades. Nous n'avons pas encore fait ça en Corse. Et donc, le problème catalan, c'est que la constitution espagnole bloque, parce que quand Rajoy dit « ce que vous faites est illégal » et vous avez commis des délits, il a, au plan du droit positif, raison. Et quand Puigdemont dit « j'ai le droit de réclamer l'indépendance », il n'a pas raison en droit, mais il a, si vous voulez, raison en légitimité populaire. Il est majoritaire dans une assemblée et il exprime la majorité. Mais il y a une contradiction entre le droit positif et son aspiration. Et donc, ce qui est très dangereux, c'est évidemment les rigidités. Et il y a un danger français tout particulier. Il y a un livre français que je vous recommande, qui est un des plus beaux livres de la prose française, mais qui est absurde politiquement, qui est le livre de Bossuet sur les variations des églises protestantes. Bossuet, en 500 pages, admirable, prend toutes les églises protestantes et dit qu'elles sont toutes très intéressantes, mais que leur défaut principal, c'est de rompre avec l'unité. Et donc, il a comme schéma intellectuel que le primat de l'ordre, c'est l'unité. Que si vous avez la diversité, vous avez la catastrophe. C'est assez dramatique pour la France, parce que c'est la pensée française de l'unité qui va se transposer dans toute notre philosophie politique, au moment où, dans le monde, la diversité gagne. C'est-à-dire ce qui caractérise le monde du XVIIIe, XIXe siècle, c'est le triomphe du monde protestant, le triomphe des Pays-Bas, de l'Angleterre, de l'Amérique, c'est-à-dire des pays qui se définissent par la diversité. Benjamin Constant, dans son livre sur la religion, dit « Si vous voulez élever le sentiment religieux d'un pays, il faut la diversité des religions ». Ce qui est la vision actuelle des États-Unis. Pourquoi les États-Unis sont plus religieux que l'Europe? C'est parce qu'ils mettent au pinacle la diversité des religions, où les juifs sont aussi protestants
que les catholiques. Si vous allez aux États-Unis, ce qui crève les yeux, si vous voulez, c'est que tout le monde est protestant, même quand on est juif ou catholique. Il y a une diversité religieuse avec un élément commun, un président qui prête serment sur la Bible et une acceptation, si vous voulez, de la diversité. Et ce qui est une caractéristique française, c'est l'idéologie de l'unité. L'idéologie de l'unité donne nécessairement la rigidité des textes. C'est pour ça que les juristes français ont toujours tendance à imposer l'unité. Ils ont une difficulté énorme à accepter la diversité. Je me suis souvent disputé avec Chevènement parce qu'il n'acceptait pas la diversité des langues régionales. Mais je lui faisais remarquer qu'il y a, dans le code électoral, il y a un décret signé de Clémenceau en 1919, qui figure encore dans le code électoral, qui dit que les affiches électorales en Alsace doivent être rédigées en allemand et en français. Parce qu'en 1919, pour conserver l'Alsace, il fallait accepter, premièrement, que les Alsaciens puissent s'exprimer dans leur langue, et deuxièmement, que les Alsaciens gardent le concordat. Et la République française, là, elle a renoncé à l'unité et à la rigidité, bien que tous les 20 ans, il y a des partis en France qui proposent la suppression du régime religieux de l'Alsace. Et il y a une immense difficulté française, si vous voulez, à accepter la diversité. Or, si vous y réfléchissez un peu, la diversité, elle est dans la nature de la démocratie, puisque la démocratie étend les droits, puisque la démocratie, c'est l'égalité. L'égalité, c'est nécessairement la diversité. S'il y a la diversité, il y aura des revendications qui seront différentes les unes des autres. Et si vous voulez imposer l'unité à la diversité, vous aurez d'énormes difficultés. En même temps, Olivier Mangin et Jean-Claude, trop de diversité, est-ce que ça se gère à un moment? La réponse française. Non, mais on voit les réponses. Désolé d'être français. C'est ce que dit Bossuet. C'est ce que dit Bossuet. Il dit, si vous acceptez la diversité, c'est la fin du monde. Écoutez, comme dit l'autre, ça a pas mal réussi en Angleterre, aux Pays-Bas et aux États-Unis. En même temps, si on regarde la carte européenne aujourd'hui, quelqu'un de ma génération se souvient des revendications bretonnes et tout, dans l'après 68, il y avait des tendances séparatistes. Il y a quand même eu une intervention de l'État qui a plutôt favorisé des autonomies, même sur la question de la langue, etc., qui, je trouve, par rapport à ce qui se passe en Espagne, par exemple, ou ailleurs, ont pacifié. Je pense que sur la carte européenne, la France n'est pas le pays qui est le plus, finalement, tiré vers cette tendance séparatiste. Il y a peut-être la Corse, mais ça, je te laisse répondre. Mais en même temps, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Les Corses s'énervent un peu du fait de la Catalogne, mais les Corses savent très bien qu'ils n'ont pas intérêt à revendiquer une indépendance. Mais ça, je ne me permettrai pas devant toi d'insister. Donc il y a quand même une tendance, il reste qu'il y a une tendance lourde. Il ne faut quand même pas oublier nos dernières élections et des partis d'extrême droite qui existent ici. Il y a quand même des tendances qui sont les tendances du populisme. Et ce populisme, il peut s'appuyer sur des revendications très différentes. Ça peut être la langue, ça peut être le social, ça peut être la critique du politique. Comment vous le définissez, le populisme? C'est un mot qu'on utilise beaucoup. Pour ne pas rentrer trop en lien avec ce qu'on a essayé de dire depuis le début, on voit très bien que le populisme, c'est quelque chose qui essaye de créer une espèce d'unification forcée. On voit très bien qu'on est dans une logique de l'unité, de l'unification dont vient de parler Jean-Claude. Ça peut être porté par la langue, parce que je pense que c'est très important en Catalogne aujourd'hui, encore plus que je pense la question économique, contrairement à ce qu'on dit. Il faut quand même voir que les Catalans imposent aujourd'hui l'enseignement unique de la langue catalane. Vous avez aux Pays-Bas ce qu'on appelle le régime, on a essayé de leur proposer d'ailleurs, les Basques, le régime, triple régime, soit on vous enseigne le basque, soit on vous enseigne le basque et le français, soit on vous enseigne le français. Bon, on a une triple proposition. Là, on est dans la pluralité, à l'intérieur même d'une ère linguistique. Le populisme, c'est quand même quelque chose qui tire vers, effectivement, le repli. Mais là, c'est une chose qu'on a évoquée dans la réunion de tout à l'heure. Je pense qu'on n'est pas dans n'importe quelle époque, on est dans celle qu'on appelle la globalisation économique. Et plus les sociétés se croient ouvertes, c'est ce qui a été dit sur le marché, plus elles ont tendance à se replier. Ça ne veut pas dire que c'est les sociétés les plus pauvres qui se replient. Donc là, on a quand même, effectivement, dans les passions démocratiques, ce n'est pas du tout le communisme, ce n'est pas le fondamental. On voit que la passion de l'un revient en force pour organiser les sociétés. C'est ce qu'on appelle en urbanisme l'entre-soi. Mais l'entre-soi, il organise les territoires aussi. C'est très important. Donc on revient à cette question très ancienne des Grecs, de polis polémos, comment faire de l'un et de multiples, qu'on soit dans la ville de Pau, qu'on soit dans un État-nation, qu'on soit dans une communauté régionale comme la Catalogne, la question, elle est la même. C'est une question simple. Parce que les questions philosophiques, au départ, elles sont très simples. Après, l'autre passion qui, moi, pose question et qui est vraiment dans l'actualité, je serai très rapide, on a quand même eu une élection récente qui a cassé un peu ce qu'on appelait la démocratie de parti autrefois. Donc on en est où là? Le mouvement de Macron a fait ses agapes ce week-end là, et c'est-à-dire que c'est pas un problème nouveau.
dans la revue Esprit, dans la revue Le Débat, et il y a eu des articles sur l'évolution des démocraties, de la démocratie parlementaire classique à la démocratie de parti portée par des idéologies et par des militants, par des adhérents. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les intellectuels, comme Bernard Manin, qui a écrit là-dessus il y a 30 ans. Quand même, et on a l'impression de découvrir la crise de la démocratie de parti aujourd'hui. Il appelle ça la démocratie du public. C'est-à-dire que nous avons des opinions qui sont changeantes, qui sont aléatoires. C'est ni droite ni gauche. Ça ne veut pas dire que la droite et la gauche n'existent pas, puisque Jean-Claude vient de le rappeler. Ça veut dire qu'on est changeant, on est mobile. On n'a pas envie d'être adhérent à un parti, à vie, etc. Et cette mobilité, elle est compliquée aujourd'hui, parce qu'elle est attisée par, on n'en a pas parlé du tout, les nouvelles technologies, par des problèmes que c'est vous qui en parleriez mieux que moi, qu'un journaliste voit très bien. Où est l'information? Quelle information nous-mêmes nous donnons de nous-mêmes? Comment nous contactons les autres? Les réseaux sociaux et tout? C'est des questions tout à fait centrales. Mais la démocratie du public d'aujourd'hui, qui n'est pas la démocratie de parti, elle est tirée par ça. Elle est tirée par BFM TV. Elle est tirée par le fait que je peux dire n'importe quoi sous couleur d'anonymat, ce qui n'est pas très démocratique quand même. Voilà. Donc je suis maître de ma communication, mais quelque part, je ne joue plus véritablement le jeu démocrate. Donc à travers ce qui vient de se passer comme événement historique, qui pour moi est très important, c'est un tsunami historique. Mais vous parlez de l'élection présidentielle. Oui, bien sûr. C'est quoi la démocratie du public d'aujourd'hui? Alors, il ne s'agit pas de dire on va recréer la démocratie de parti, je n'y crois pas. C'est une démocratie mouvement, c'est quoi les adhérents d'aujourd'hui? Les adhérents d'aujourd'hui ne payent plus de cotisations ils passent par Internet. On n'est plus dans une logique physique, active, d'adhésion à un parti. Mais la démocratie d'aujourd'hui, la démocratie du public que la République En Marche a incarnée, ça va. On voit bien que c'est d'ailleurs les débats qu'ils ont entre eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas revenir à la démocratie parlementaire par des biais, puisque une des choses les plus intéressantes que j'ai lues ces jours-ci, c'est que leur grand débat, c'est de discuter sur les évaluations des politiques publiques, des lois qui sont faites à l'Assemblée, et d'essayer de les évaluer. On dira c'est des entrepreneurs qui font de la politique, mais l'évaluation, c'est peut-être pas inutile aussi pour les lois et essayer de réfléchir sur l'évolution des lois. Enfin voilà, donc là aussi on a la démocratie du public, elle attise les passions démocratiques. Vous voyez, la démocratie du public, c'est une démocratie qui est la mienne, qui est individualiste, qui est changeante et qui peut s'appuyer sur tout et n'importe quoi. Elle est dangereuse parce qu'elle n'est pas le gros problème, qui était le problème de Rousseau, homme de la volonté quand même, c'était comment on forme l'opinion publique. Ce problème-là, il est là plus que jamais présent. L'éducation est la question centrale, c'est pas ici que je vais le dire, et puis ce genre de colloque, mais la formation de l'opinion publique est une question centrale. Qui s'en occupe là? Je vais dire les revues, donc c'est très bien. Une question, c'est comment on gouverne un public aux humeurs parfois changeantes. Jean-Claude Casanova. La réponse pratique, c'est évidemment la diversité et d'une certaine façon, le maximum de décentralisation ou de fédéralisme. Moi, je suis très frappé qu'une des démocraties qui fonctionne le mieux en Europe est la démocratie suisse, qui est incontestablement la démocratie la plus fédérative en Europe. C'est-à-dire que beaucoup de décisions en Suisse sont prises à l'échelon communal, si vous voulez. Par exemple, pour être naturalisé suisse, il faut que le canton soit d'accord pour vous naturaliser, et que le canton, pour vous naturaliser, demande l'avis des voisins. On dit, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il parle allemand, ou est-ce qu'il parle suisse, français, etc. Alors évidemment, c'est un tout petit peu oppressant. C'est-à-dire que quand les voisins commandent pour vous, on vous interdit de stationner d'une certaine façon, ainsi de suite. Il y a un côté un peu oppressant de la démocratie suisse, mais il y a quelque chose de très réel qui pacifie la Suisse. Les Suisses décident eux-mêmes d'un certain nombre de choses. Mais pour revenir sur la démocratie elle-même, je n'ai pas fait l'exposé classique, mais il s'impose également, et qu'on voit quand on réfléchit sur Trump. Il y a deux passions naturelles chez les hommes. C'est la volonté d'exercer du pouvoir et la volonté de s'enrichir. L'avidité de pouvoir ou l'avidité de richesse. Elles sont évidemment deux passions catastrophiques pour la démocratie parce qu'elles conduisent à la démagogie. La démagogie, c'est le mensonge. Quelle est la définition de la démagogie? C'est quelqu'un qui ment pour être élu. Et les gens, étant insuffisamment instruits ou insuffisamment compétents, prennent les mensonges pour des vérités et votent pour vous. Et Trump est incontestablement un homme qui a été élu par la démagogie, par le mensonge, si vous voulez. Et qu'est-ce que c'est que l'avidité? C'est la volonté de s'enrichir, c'est-à-dire l'utilisation d'un emploi public pour s'enrichir.
Et ce sont deux phénomènes qui sont extrêmement dangereux l'un et l'autre. Quand on réfléchit sur Trump, moi personnellement, comme j'ai été en partie éduqué aux États-Unis, j'ai enseigné, longtemps vécu aux États-Unis, pour moi c'est une immense déception. C'est la première fois que je vois un président des États-Unis qui, à beaucoup d'égards, est un homme indigne, est un homme indécent, comme disent les Américains, qui ment, qui ne se comporte pas comme doit se comporter un homme civilisé. Et ça veut dire qu'une démocratie, que le suffrage universel peut amener au pouvoir quelqu'un qui n'a pas les qualités morales et politiques qui sont nécessaires à l'exercice du pouvoir. Donc ça m'incite à beaucoup de réflexions sur le pouvoir personnel. Si la France, avec le régime que nous avons, élit aujourd'hui un président de la République ayant la moralité de Trump, il n'y aura pas en France les contrepoids, les checks and balances qui existent aux États-Unis, c'est-à-dire un ordre judiciaire, un système fédéral et un ordre judiciaire. Un démagogue élu en France aurait des pouvoirs tout à fait considérables. Et la vieille crainte chez les républicains du pouvoir personnel ressurgit en moi quand je réfléchis sur l'élection de Trump. Et en ce qui concerne le problème de la corruption plus généralement, il alimente ce phénomène assez extraordinaire qui est le manque dans toutes les démocraties modernes, le manque de... Sur les États-Unis, par exemple, quand j'étais jeune étudiant aux États-Unis, il n'y avait rien de plus respecté que le Congrès ou le Sénat. Vous savez quel est le taux de respect aujourd'hui? Il n'y a que 7% des citoyens américains qui respectent le Congrès. 7%. Ça veut dire que nous sommes dans un régime démocratique, le plus ancien régime démocratique qui existe, avec le suffrage universel, qui n'a jamais perdu de guerre, si vous voulez, au sens profond du terme, donc qui est le pays le plus riche et le plus savant du monde. Il n'y a que 7% des gens qui respectent l'autorité élue législative de ce pays. Donc, et pourquoi? Parce que les hommes politiques ne fournissent pas, si vous voulez, ne créent pas le respect qui serait nécessaire. Or, Montesquieu disait que la vertu nécessaire en démocratie, c'est ce qu'il appelait la vertu, d'ailleurs, c'est le patriotisme, c'est-à-dire l'amour des institutions. Si l'amour des institutions disparaisse, il y a un risque très profond pour la démocratie. Et ça vient d'une passion de l'avidité, c'est-à-dire que trop de gens pensent essentiellement à être plus riches que leurs voisins, ou trop de gens veulent exercer du pouvoir sur leurs semblables. Olivier Mangin, l'avidité, oui, très rapidement. C'est là où la crise de la démocratie de parti fait problème. Moi, je vois bien que c'est historique. Fait problème parce que d'une manière, les partis faisaient médiation entre le haut et le bas, entre le pouvoir et avec la démocratie du public qui est la nôtre maintenant, celle que j'évoquais tout à l'heure, avec des opinions beaucoup plus aléatoires. Il n'y a plus ces médiations. Et la médiation, c'était la représentation. On bute sur ce problème quand même aujourd'hui de qu'est-ce qu'on va faire comme représentation. On a le pouvoir, on a un président qui est bien installé en haut, mais où sont les représentations intermédiaires? Et ça, c'est quand même une question qu'il faut poser, même si on est en accord avec les choses qui viennent de se passer. Il y a quand même un mouvement historique qui pose des grosses questions, en tout cas en France. Sur les États-Unis, c'est pas Jean-Claude qui me démentira, parce qu'il l'a dit, et puis beaucoup de gens le disent tous les jours, si Macron s'amusait à être Trump, nous n'avons pas, il l'a très bien dit, les contre-pouvoirs judiciaires et juridiques qu'ont les Américains. Et ça, il faut quand même, moi, c'est ce qui me frappe le plus, c'est qu'un État fédéral est quand même beaucoup plus à l'aise aujourd'hui dans le jeu démocratique, et un État qui est appuyé, j'ai évoqué tout à l'heure la représentation, c'est le triangle d'or que j'évoquais tout à l'heure, il faut de la représentation démocratique, parce qu'il faut bien, c'est le peuple qui élit jusqu'à nouvel ordre. Ce sera toujours le peuple qui élit. Quelles sont les règles et tout, ça c'est un autre débat, je ne suis pas juriste, mais après il y a le problème de l'état de droit et des droits de l'individu. Mais l'état de droit est beaucoup mieux protégé aux États-Unis que chez nous, beaucoup mieux. Et là, moi, je vois, travaillant sur les problèmes urbains, un mouvement que je trouve passionnant, qui serait impossible peut-être ici, j'en sais rien. En tout cas, on a parlé beaucoup, après 2011, les problèmes qu'il y avait eu, les indignés et tout, de villes-refuges en Espagne. Il y a tout un mouvement de mairies-refuges où on voit, dans ce pays qui est peu fédéral, justement, même s'il y a des communautés, où on voit des villes qui prennent une espèce d'autonomie. Alors, aux États-Unis, il y a un mouvement que je trouve passionnant, moi, qui est ce mouvement qui est parti des campus, qui s'appelle les campus sanctuaires, qui ont réagi je ne sais pas, c'était loi, décret, là, tout ce qu'a décidé Trump pour les migrants illégaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les campus sanctuaires, comme les villes sanctuaires, et maintenant on a même une région sanctuaire en Californie, où il y a un gouverneur qui est extrêmement intéressant, c'est des espaces, c'est des territoires
qui s'autonomise sur cette question-là, c'est-à-dire, et ça le fédéralisme le permet, une ville comme New York, une ville comme Chicago, une ville comme aujourd'hui, Los Angeles, sont des villes où on interdit à la police fédérale de pouvoir contrôler les migrants, et donc ça permet d'avoir des politiques quand même de suivi des migrants sans tout de suite les sortir vers les prisons ou les renvoyer au Mexique. Donc on a là un mouvement des villes sanctuaires qui est très intéressant face à l'État. Et après, ce face-à-face État-ville, qu'est-ce qu'il nous indique pour l'avenir? Tout ça, c'est un autre débat. Et au passage, je signale que les villes sanctuaires interviennent sur les problèmes des illégaux, mais également sur le problème les problèmes écologiques du fait des positions de Trump. Donc on a quand même là des mouvements qui repartent, qui sont démocratiques, qui passent par des territoires. Simplement, ils passent par des territoires. Ça ne se fait pas n'importe où. Ça ne se fait pas n'importe comment. Ça se fait dans des espaces politiques qui sont des espaces institués. Et là, on a quand même des réponses démocratiques. Ah, mais là, quand on dit du mal des États-Unis tous les jours, moi ça m'amuse, parce que je pense que les États-Unis sont beaucoup, même s'il y a ce Trump qui vient d'être très bien évoqué, sont mieux armés que nous le serions par rapport aux décisions qui y sont prises. Merci messieurs. On revient en revue parce que je ne l'ai pas dit, mais vous collaborez une autre revue qui s'appelle Tous Urbains, c'est ça? C'est une revue qu'on a créée récemment. Que vous avez créée. Oui. Et je vois que l'urbanisme peut expliquer beaucoup de choses. Merci de votre participation. Et je crois qu'il est temps de conclure. Je ne sais pas où d'ailleurs.